Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un plaisir immense de vous retrouver tous les dimanches à partir de 13h sur la 98.7 Océan FM dans l'émission Océan Politique pour parler exclusivement de l'actualité marquante de la semaine. L'émission est présentée par Abdou Diouf qui a l'honneur de recevoir M. Maïssa Niang. Bonjour, M. Niang. Bonjour, mon cher Abdou Diouf. Comment ça va? Je vous passe la parole. Vous saluez nos chers auditeurs. Oui, un grand bonjour à l'ensemble des auditeurs de Océan FM. Et je suis heureux vraiment de venir répondre à votre invitation et commenter l'actualité de notre pays en territoire. Comme à l'accoutumée, nous passons à la présentation de l'invité. Alors, qui est Maïssa Niang? Il est juriste consultant, expert en promotion immobilière. Pour ses expériences professionnelles, il a été directeur dans des grandes sociétés de la place. On peut en citer Cypress, il a fait là-bas 11 ans. Telium Hotel Radisson, Sea Plaza, Waterfront, CCBM Holding de Serigne Mboup, la SCI Promobilière de M. Mbakiou Faye, acteur du premier plan du projet Jaxaay du président Wade, secrétaire exécutif du regroupement des promoteurs privés immobiliers du Sénégal pendant 15 ans, acteur de premier plan dans plusieurs réformes de la législation en matière d'urbanisme et de la fiscalité du secteur, spécialiste en sciences politiques du fait de son parcours universitaire à Bordeaux, en France. Un parcours très riche, M. Niang, n'est-ce pas? Bon, c'est un parcours somme toute normal, hein, et plein de Sénégalais ont fait mieux que ça, donc voilà, on ne se plaint pas, mais bon, on n'a pas la prétention vraiment d'avoir fait le meilleur des parcours. Voilà. Et vous avez quelque chose à ajouter sur cette brève présentation? Non. C'est largement suffisant. C'est largement suffisant. Ok. En lisant votre profil, ce point m'a beaucoup marqué. Secrétaire exécutif du regroupement des promoteurs privés immobiliers du Sénégal. Vous avez fait là-bas 15 ans. Alors, c'est quoi d'abord un promoteur d'immobilier? Voilà. Mon cher Abdou, vous savez, le logement, la problématique du logement se pose avec acuité au niveau du Sénégal. Je me rappelle à l'époque où on m'avait chargé donc d'assurer ce poste de secrétaire exécutif, le déficit en matière de logement était de l'ordre de 12 000 équivalents logements par an. Si on dit équivalent logement, cela veut dire qu'il y a les maisons, il y a aussi les terrains. Voilà. Mais aujourd'hui, d'après les derniers chiffres, ce déficit a atteint la demande annuelle tourne autour de 30 000. Bon, il faudrait donc qu'on puisse ajuster ces chiffres pour savoir réellement s'ils correspondent à la réalité. Mais bon, on fait quand même fi de ce que les autorités ont dit à ce niveau. Alors, cela veut dire quoi? C'est que le problème essentiellement se pose au niveau de Dakar, où on connaît la macrocéphalie que vit cette région du pays, qu'il faut concentrer un quart de la population sur 0,03%. Donc ce sont des données qui sont fondamentales. Cela veut dire que l'espace ne va pas être suffisant pour tout le monde. C'est ainsi que toute la zone maraîchère, je me rappelle quand j'étais tout jeune, arrivé à l'autoroute à hauteur de Padoua, c'était le grand désert, des filaos, des dunes de sable, des parcelles jusqu'à la mer, jusqu'à Pikine. La première agglomération c'était Pikine, après en sortie de Dakar. Mais aujourd'hui, toutes ces zones maristes, tout ça, quand vous passez, il y avait de grandes dunes de sable et vous voyez l'école mariste au fond. Mais depuis lors, la croissance démographique aidant, les gens donc voilà, ont commencé à prendre toutes les terres disponibles et malheureusement ils ont eu à occuper les zones inondables parce que Dakar c'est une zone de marécage, de trucs. Je vais d'ailleurs, bon, pour revenir à la question concernant les promoteurs, donc l'État qui a cette mission donc régalienne donc de pouvoir
offrir ces terrains-là à des particuliers ou bien avec l'expérience des sociétés comme d'habitat comme la SICAP ou la SNHLM. Ces sociétés-là, à l'époque, c'était une excellente politique du président Senghor. Donc dans les années 50, on a eu un traiteur français à l'époque, mais qui a fait toutes les SICAP. Et donc jusqu'à Liberté 4, Liberté 5. Après, maintenant, c'est à la suite, le Sénégal a pris le relais. Bon, il y a eu des traiteurs nationaux. Bon, mais la qualité n'a pas suivi. Et vous voyez dans les SICAP, Liberté 1, 2, 3, 4, tout ça, les routes qui y étaient, jusqu'à présent, ils sont. Le réseau d'évacuation des eaux de pluie, c'était un système ingénieux. Donc, tout ça, un aménagement, si vous regardez les jets d'eau, quand je vois les immeubles qui sont en état de décrépitude, je me dis, bon, qu'est-ce que fait la SICAP ou bien qu'est-ce que fait ses copropriétaires, n'est-ce pas? Ils ont la possibilité au moins de se cotiser pour rendre ces immeubles-là quand même beaux, avec peut-être des subventions de la SICAP ou de la mairie. Bon, il faut donc aménager la ville. Maintenant, l'État n'étant pas capable de pouvoir satisfaire ses besoins, parce que la SICAP et la SNHLM, à un moment donné, ont eu des difficultés, parce qu'à l'époque, il y avait un certain directeur général qui faisait de telle sorte que chaque fois que M. Diouf ou M. Nia avait besoin d'un logement, il se dit, venez verser de l'argent. Tout à fait. Quand on aura une disponibilité, on vous donnera. Et il s'était transformé en banque, en fait. Cela veut dire que, de même que la SNHLM, donc c'est une machine politique, il y avait des politiciens là-bas, à l'époque du grand parti socialiste. Voilà, et l'argent que les gens déposaient, ils n'étaient pas sûrs d'avoir un logement. Ce qui fait que cet ensemble de dépôts-là, par rapport à la disponibilité de l'offre de la SICAP, il y avait un grand gap. Et il s'est trouvé que maintenant, ces gens ont fait du n'importe quoi avec cet argent jusqu'à ce que, bon, voilà, ces sociétés se retrouvent dans un équilibre précaire. Si vous remarquez, HLM et SICAP, depuis combien de temps ils ne font plus de nouvelles cités, c'est dû à cette situation-là. Parce qu'il y a un passif qui est là, qu'il faut gérer. Et ce sont des données que je connais parce que, bon, j'ai eu à trouver dans les cadres des consultances que je faisais avec des groupes qui voulaient financer la SICAP. Mais c'est ça que les gens m'ont posé. Nous voulons bien, mais voilà, aujourd'hui nous sommes plombés par des dettes, par des trucs. Donc, ce qui fait que la porte a été ouverte à partir des années 90 par les sociétés immobilières privées. L'Apsipress a été une société qui a été un des pionniers dans ce domaine. Mais le premier promoteur privé, mais ce que les gens ne savent pas, c'est M. Mbacké Faye. Avec la cité Fadia à l'époque, c'était Faye et Yves Diagne. Donc c'était une première offre. Ensuite, la Cypress est venue avec Madame Anaba, donc que je salue au passage. Et ils ont commencé avec la BHS, une nouvelle cité qui était à Cypress 1. À l'époque, il n'y avait même pas de VDN, il fallait passer par Grand Yoff, tout ça. Et puis après, voilà, c'est venu Cypress 2, Cypress 3, 4, jusqu'au Cap de Biche. Ensuite, il y a eu d'autres sociétés qui ont suivi. Mais si vous remarquez bien, ces sociétés-là, en dehors de Cypress, vraiment, et de une ou deux très rares sociétés, ils font une cité, mais vous ne voyez pas la deuxième cité. D'ailleurs, on disait à l'époque au président de la République qui nous recevait, on lui disait que... c'est dit à quoi? Non, je vais m'expliquer. On dit un secteur à très fort taux de mortalité infantile. Parce que quand vous réalisez un projet immobilier, vous êtes financé par une banque. Alors le problème, c'est qu'il n'y a pas un acteur économique qui rencontre autant d'homologues au niveau de l'administration, d'autorités, que le promoteur privé. C'est depuis les préfets, les gouverneurs, l'administration fiscale, les domaines, le cadastre, l'urbanisme, l'aménagement du territoire, la Sénélec, la CNO, SDE à l'époque avant, SONES même avant, etc., etc. Donc, la multiplicité des interlocuteurs fait que vous pouvez rester 2 ans ou 3 ans pour obtenir une autorisation. Sur les démarches comme ça. Sur les démarches. Ensuite, vous avez pris un crédit, vous commencez, les problèmes techniques, c'est vous qui réalisez le réseau et l'électricité. Et pourtant, la Sénélec, normalement, et les sociétés concessionnaires pour l'eau aussi, le promoteur réalise l'ensemble du câblage, les postes de transformation électrique, tout. Et la Sénélec vient te dire, ok, vous avez bien travaillé, monsieur, voilà, je réceptionne dans mon patrimoine. Et ça, juridiquement, c'est de l'enrichissement sans cause. Parce que vous avez dans votre patrimoine des biens pour lesquels vous n'avez pas déboursé un rond. Ça, juridiquement, ça ne tient pas. J'ai attiré l'attention à maintes reprises des autorités du ministère des Finances. Il n'y avait qu'un seul qui avait réagi à l'époque, c'était Mamadou Lamiloum. Mais malheureusement, en 2000, bon, il est parti. Mais il voulait remédier à cet état de fait. Pour l'eau aussi, de même que pour l'assainissement, tout ce que vous réalisez sur fonds propres, pour du promoteur, bien sûr, il est répercuté au client.
Et ces sociétés concessionnaires mettent dans leur patrimoine sans débourser un sou. Et j'ai expliqué que comptablement parlant, comment même ils peuvent justifier cette entrée en patrimoine. Et ils viennent, ils exploitent sans débourser, sans bourse déliée. Ça, ce sont des problématiques qui font que le prix de revient du logement devient très cher. Après, maintenant, on parlera des intrants. Qu'est-ce qui est produit en local? Il n'y a que le sable et le ciment. Et même ce ciment-là, il n'y a que le calcaire qui est ici, provenance du Sénégal. Mais le clinker qui est utilisé pour le ciment, il vient d'Afrique du Sud. Souvent, c'est le plus gros exportateur vers le Sénégal. Cela veut dire que donc, il y a droit de douane, il y a TVA. Ensuite, tous ces produits que vous utilisez dans la maison, c'est des produits importés. Cela veut dire douane, plus fiscalité, TVA. Et tout ça rentre dans la structure du prix. Ça a une répercussion. Mais c'est une répercussion. J'ai fait la démonstration à l'époque devant le président Abdoulaye Wade qui était ébahi. Je lui dis, c'est pas pour rien qu'on dit que l'État est le plus gros actionnaire des sociétés de promotion immobilière. Parce que ce que l'État gagne dans l'opération de réalisation d'un logement, le promoteur ne le gagne pas. Parce que le promoteur, il a une marge qui se situe maximum autour de 20%. Mais si vous regardez dans cette marge-là, dans la structure de prix sur laquelle la marge a été inscrite, vous verrez que depuis le début, il y a la douane, il y a la TVA, il y a tout ça qui rentre dans le prix. Et quand vous vendez ce bien-là, l'État va prendre un prix dans lequel taxes et droits de douane ont gonflé ce prix en question pour ajouter encore des droits d'enregistrement. Au début, à l'époque, quand je prenais en charge cette fonction, ils étaient à 15%. De droits d'enregistrement. À 15%. Et finalement, on s'est battu à expliquer à des autorités comme le Premier ministre Hadjibou Soumaré, ensuite par la suite au président Macky Sall, que bon, voilà, vous ne pouvez pas venir baisser des loyers du promoteur, du propriétaire, sans pour autant que l'État baisse aussi ses recettes. Parce que si vous voulez régler le problème des loyers des Sénégalais, il faut que chacun y mette du sien. Donc le véritable problème, c'est pas que cette flambée des prix n'est pas dû à la demande massive des populations de s'acquitter un terrain. Non, les populations cherchent même les terrains. Mais le problème, c'est que les terrains, souvent, ont tendance à être hors de coût. Parce que si vous répercutez l'ensemble de ces éléments dans la structure de prix, cela veut dire qu'après, le prix de revient va être un peu plus cher. C'est pour ça que certains ont dit, bon, moi, je ne peux pas avoir de terrain à Dakar, je vais essayer d'aller vers la banlieue. C'est comme ça que toute la zone maraîchère a été complètement changée pour devenir des cités. Vous allez à Niakoura, vous allez à Tiawan-Peul, vous allez à Niakhira, tout ça. C'était des champs de culture. Mais donc, qu'est-ce que vous dites concrètement aux gens qui pensent qui pointent du doigt aux promoteurs immobiliers d'être à l'origine de cette hausse? Non, les promoteurs ne sont pas à l'origine. Les promoteurs ne font que répercuter les prix. C'est comme quand vous demandez la baisse des prix des produits de denrées alimentaires. Les gens vous disent que bon, le blé, il est acheté à un certain prix. L'État a il lui est loisible de contrôler la structure du prix. À l'époque, d'ailleurs, j'avais fait cet exercice quand je faisais le projet Diakhaï pour Abdoulaye Wade, le président Abdoulaye Wade. Mais je suis venu lui dire, mais monsieur le président, regardez, vous avez donné à des Malaisiens un prix de 6,5 millions pour une villa 2 chambres salon. Et que, hors taxe, hors douane. Nous, les nationaux, les Malaisiens étant défaillants, ce qu'on savait, nous, les nationaux, on prend le relais. À l'époque, je me suis battu pour que ce projet revienne aux nationaux. Avec le ministre Oumar Sarr est témoin de cela. Il était le ministre de l'Habitat de l'époque. Tout à fait. Et donc, je suis allé lui demander de nous donner des terrains pour que nous aussi, nous puissions, parce que les Malaisiens avaient fait ce qui est aujourd'hui la gendarmerie de Diamniadio, ils avaient fait leur prototype. Et le ministre de l'époque vantait le mérite des Malaisiens qui devaient faire 80 000 logements. Mais finalement, il n'en est rien. Les premiers 1000 logements qui ont été réalisés, c'est nous, promoteurs nationaux, avec le concours à l'époque de la BHS. Il y avait à l'époque M. Ali Noudia qui était le directeur financier, pour faire un rappel historique, directeur du crédit. Mais il a dit, mais écoute, mais ça, on va vous appuyer, on va vous prêter de l'argent. Et j'ai dit aux promoteurs, réalisez 2 logements prototypes à proposer à l'État. Si l'État ne nous prend pas et prend les Malaisiens, vous prenez vos logements, vous les vendez. Parce que ça vous revient à 5 millions. 500 de coûts de réalisation, vous le vendez à 10 millions, vous êtes bénéficiaire. Donc les gens ont ouvert cette porte-là et les gens se sont engouffrés. Mais le problème, c'est que quand vous faites un logement économique, Abdou, tu vas emprunter de l'argent. Parce que tout à l'heure, j'essayais de démontrer pourquoi ce secteur recèle beaucoup de mortalité infantile en termes de société. Parce que quand vous réalisez tous les aléas, vous pouvez avoir des occupants clandestins, vous pouvez toutes les difficultés imaginables. Mais les honoraires de gestion, les intérêts, ça court.
Ce qui fait qu'un promoteur, quand il réalise son projet, enfin, dans la mise en place des crédits, les formalités sont très longues. Parce qu'à l'époque, c'était 70% presque de la clientèle résidait à l'étranger. Parce que c'était au lendemain de la dévaluation. Oui. Eux, ils se retrouvaient avec 2 fois plus de moyens que le Sénégalais. Tout à fait. Parce que donc un logement qui coûtait 5 millions, si on fait une dévaluation, c'est une valeur de 2,5 millions pour le France-Nabé ou l'Amérique, le Sénégalo-américain. Tout à fait. Alors à partir de ce moment, il va falloir régler les corrections de procédure. Alors qu'en matière d'hypothèque, vous ne pouvez pas faire une procuration pour que quelqu'un puisse signer une hypothèque pour vous au Sénégal sans que cela ne soit pas fait devant un notaire sénégalais ou bien une autorité consulaire sénégalaise du lieu de résidence de la personne. Et il y a plein de zones où il n'y a pas d'autorité consulaire. Tout à fait. Alors tout ce temps que le promoteur attend que le client signe, alors que le dossier du crédit a été instruit, il y a des trucs, on vous demande des bulletins, des ndangam, des bulletins de salaire, beaucoup de choses. Jusqu'à ce que vous terminiez le dossier, on vous dit vous attendez la mise en place. Et cette mise en place-là est tributaire de ce problème-là, de signature, de procuration, parce qu'il s'agit d'un acte d'une particulière gravité, puisque c'est une hypothèque qui doit être inscrite sur un bien. Alors, et qu'elle doit revêtir les formes que le législateur a prévues. Alors, ce qui fait que si un notaire du lieu de résidence, un notaire américain ou un notaire français fait l'acte de procuration, arrivé au Sénégal, cet acte n'est pas un acte de droit sénégalais. Parce que le notaire est un officier ministériel, donc délégataire d'un pouvoir judiciaire pour faire ce truc-là. Donc, il faut l'autorité du président du tribunal des CA pour pouvoir valider cette procuration établie par un notaire étranger. Il va falloir donc prendre un avocat pour que cet avocat-là introduise une procédure qu'on appelle d'exéquatur auprès du tribunal pour que le tribunal puisse valider l'acte. Et là, vous donnez au notaire pour que le notaire fasse l'acte et donner à la BHS. C'est assez compliqué. Donc, tout ça, les promoteurs qui l'ignoraient, se sont retrouvés à terre parce qu'ils ont déjà mis leur argent dans des constructions. La maison est prête, mais le client ne peut ni prendre en possession et le promoteur ne peut pas encaisser l'argent. Ils n'ont pas fait l'état des lieux. C'est un secteur où la multiplicité des intervenants fait que chacun est roi là où il est. Vous allez à l'urbanisme, le gars vous oppose des arguments, vous réglez ces arguments, vous allez au cadastre, le cadastre vous dit non, nous avons réceptionné les coordonnées de votre géomètre ne sont pas trucs, ça retarde. Vous allez ainsi de suite, ainsi de suite. Mais comment faire pour remédier à tout cela pour que au moins le Sénégalais lambda puisse sentir vraiment s'il veut avoir un terrain et de l'avoir de manière vraiment beaucoup plus légère. Moi, mon idée, comme on a tenté de le faire avec les loyers, mais ça a été fait d'une façon qui était un peu bancale. C'est-à-dire qu'il faut une sorte d'autre autorité de régulation du secteur de l'immobilier. Moi, c'est la proposition que je ferai aux autorités. C'est-à-dire quoi? On a voulu régler quelque part le problème pour faciliter les démarches avec le guichet unique. Mais ça n'a pas tenu longtemps. C'était à l'époque le Premier ministre Abdou Mbaye qui avait voulu, parce qu'il sait en matière de financement ce que les banques endurent par rapport à leurs investisseurs qui sollicitent leur crédit et qui sont bloqués par les histoires d'autorisation. On avait fait un guichet unique. D'ailleurs, c'est sur cet entrefaire que l'État a réussi à digitaliser la procédure. Aujourd'hui, la procédure d'autorisation, elle est digitalisée. Et il y a une dernière mesure que le président Macky Sall avait prise, consistant à faire de telle sorte qu'au bout de 2 mois, si l'urbanisme ne répond pas à votre demande, vous saisissez le préfet pour qu'il vous autorise d'office. D'ailleurs, même dans les textes de l'urbanisme, le silence de l'administration au bout de 1 mois d'instruction équivaut à un accord. N'est-ce pas? Mais avant, les autorités qui avaient du temps des socialistes, ils étaient beaucoup plus diligentes en matière d'autorisation. Ça veut dire, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il disait, oh, vous le promoteur, vous faites quelque chose de vraiment important pour le pays, parce que vous contribuez à résorber le gap en matière de logement. Alors, donc, qu'est-ce qu'on fait? On vous donne une autorisation préalable, c'est-à-dire vous êtes propriétaire du terrain, on a vérifié, les états de droit réels sont bons, le terrain est votre propriété, on vous autorise, on a vu votre dossier que vous avez déposé, il est dans les limites du terrain, du titre foncier, donc on vous donne une autorisation préalable pour commencer à travailler le terrain, terrassement et autres, en attendant qu'on vous donne l'autorisation. Donc ça, c'est des mesures subsidiaires qui permettaient d'avancer. Mais aujourd'hui, dès que vous commencez, il y a une direction qui s'appelle DESCOS qui s'amène, qui vous dit, mais vous êtes en train de faire bouger la terre, où est votre autorisation? Et on vous arrête. Et souvent, ça crée des problèmes en aval, tout ce qui est chômage technique, etc. Actuellement, il y a une mesure qui a été prise par les autorités. C'est vrai, la corniche est un problème. Il y en a
qui ont eu leur bien par je ne sais quel truc, mais il y en a aussi qui les ont eu par des voies très légales, avec des complexes hôteliers approuvés et tout, mais ou bien des projets immobiliers qui ont été autorisés. La personne a construit depuis plus de 6 ans, il est dans ce projet, et puis un beau jour, on lui dit, bon, tu arrêtes. Le problème, c'est qu'il ne fallait pas lui demander d'arrêter. C'est-à-dire que quand quelqu'un a son titre foncier, le titre foncier, c'est dans la Constitution. Donc c'est un droit de possession qui est même dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc c'est un élément du bloc constitutionnel et c'est aussi dans la Constitution. Je pense que c'est au niveau de l'article 8 si je ne me trompe. Mais ce qui se passe, c'est qu'on a arrêté des gens, on aurait dû vérifier leur titre de propriété. Tu peux le laisser construire puisque dans tous les cas, ce qui va se passer, c'est que si le bien est acquis de façon frauduleuse, c'est le gars qui perd, même s'il a mis son argent. Mais quand en matière de construction, il y a ce qu'on appelle des chemins critiques. C'est-à-dire que vous allez commencer à faire du coulage d'une dalle, ou à niveau inférieur, il y a des gens qui avaient réalisé donc du faux plafond en plaque. On arrête les travaux, il n'y a pas de protection, l'eau de pluie rentre. Cela veut dire que tout ce que vous avez réalisé auparavant va être détruit. Sans compter maintenant l'impact de l'arrêt des travaux par rapport à beaucoup de Sénégalais qui travaillent et que c'était leur gagne-pain. Donc il y a des mesures, on comprend. Vraiment, moi je dis, je comprends par rapport à l'autorité ce qu'ils font pour la corniche. Parce que ça appartient à tous les gens, ont droit. Les gens, pour aller à la mer maintenant, c'est un problème. Mais il y a des zones dans Dakar où personne ne peut aller à la mer puisque ce sont des falaises. Tout à fait. Vous comprenez? Je peux comprendre ceux qui construisent sur les plages. Là, on peut poser des problèmes. Vous comprenez? Bon, maintenant, il y a des hôtels, des choses. Voilà, les Sénégalais, ils vont, c'est des lieux de villégiature, c'est tout le monde qui profite. Donc, à partir de ce moment, il ne faut pas dire que c'est parce que c'est situé sur la corniche qu'il faut aussi le bloquer. Donc, il y a tous ces arguments-là, quoi. Il y a toute une conséquence. Alors, pour terminer avec cette partie-là, parce qu'on a d'autres sujets nous attendent, alors quelles sont les formalités à faire pour l'achat d'un terrain au Sénégal? Voilà, bon, les formalités, d'abord, il faudrait s'assurer que si c'est un lotissement ou un programme immobilier, que ce programme, la personne, le promoteur, dispose de l'autorisation nécessaire. Moi, chaque fois que quelqu'un me dit, oui, il y a un projet, est-ce qu'il est bon? Mais si je veux aider cette personne pour lui dire qu'il est bon, j'appelle pour dire, est-ce que ce projet est autorisé? Demandez au promoteur de vous donner ses autorisations. S'il s'agit d'un lotissement, qu'il vous donne l'autorisation de lotir. S'il s'agit d'un programme immobilier, qu'il vous donne l'autorisation de construire le programme immobilier. Ça, c'est la première étape. Dès que vous avez ces éléments-là, mais des fois, les gens dans l'empressement, on leur dit non, venez, nous sommes en train de régler l'autorisation, etc. Mais la personne est tellement emballée, son besoin d'avoir un terrain est tellement fort, aussitôt il verse l'argent, on lui a fait les décharges, et des fois même la tromperie consiste à amener un huissier. Mais je rigole parce que l'huissier, il ne sert que de titre de preuve que j'ai donné mon argent à Abdou Diouf. Mais le problème, c'est que quand le litige éclate, mais ce n'est pas à l'huissier de faire ce genre de travail, c'est un notaire. Parce que le notaire a acquis les connaissances nécessaires et connaît la législation en matière foncière et immobilière. Donc c'est le notaire, c'est auprès du notaire qu'il faut aller. Maintenant, il y en a certains, je l'ai dit au président, ils ont des problèmes pour aller chez les notaires parce qu'ils se disent que là-bas, ils vont payer des frais énormes. Parce que vous savez que... Mais ça vaut le coup, n'est-ce pas? Mais bien sûr. Ça vaut le coup. Ce sont des coûts qui rentrent dans la détermination même du prix du logement ou d'un terrain. Donc, il faut s'assurer. Mais les gens ont réussi à faire rentrer dans l'imagerie populaire, n'est-ce pas, que, par exemple, les délibérations, là, vous voyez les autorités communales... D'ailleurs, j'en arrive. Voilà. C'est quoi la délibération d'un terrain? Voilà, donc, c'est-à-dire que ce qui a créé le problème, c'est qu'en matière d'aménagement foncier, la prérogative, c'est-à-dire il faut regarder d'abord la terre, à qui elle appartient. Alors, si le périmètre communal dans lequel le programme est réalisé, il y a des terrains, vous savez, l'État a un domaine privé, et il y a les TMI, c'est-à-dire que on a confié à l'État du Sénégal tout le territoire sénégalais. Maintenant, tout le territoire sénégalais, il y a des parties qui sont du domaine public, il y en a d'autres, c'est des TMI, c'est des titres non identifiés. Maintenant, l'État, il peut arriver que l'État décide, la procédure normale, c'est que soit l'État initie, cela veut dire que donc un programme quelque part de terrain, comme ce qu'ils ont fait dans la zone de l'aéroport ou dans la bande de Filao, tout ça, le service des domaines donc, de la zone concernée va initier un lotissement.
Mais souvent, qu'est-ce qui se passe? L'État immatricule d'abord le terrain en question dans son patrimoine. Ça rentre dans le domaine privé de l'État. Dans le domaine privé de l'État. On immatricule donc un terrain qui était un TNI, on l'identifie et ensuite on fait une enquête qu'on appelle enquête de commodo et incommodo pour voir qui sont les occupants sur le site. S'il y a un Abdou Diouf qui avait un champ, on va venir le dédommager. S'il y a quelqu'un qui avait une maison qui était construite sans autorisation, cette maison sera détruite. C'est ce qu'on appelle les impenses. Ça peut être des impenses agricoles, des impenses immobilières, etc. Une fois que cette opération est terminée, l'État va immatriculer le terrain à son nom et après il va l'attribuer. Les domaines vont faire un projet de lotissement approuvé par le CARAS et tout, et on délivre ça aux gens sous forme de bail. Et ce bail-là ne requiert qu'une chose, que tu amènes tu émettes ton besoin, tu demandes, l'État te dit, Abdou, tu veux un terrain où? À Bambilor, il y a des terrains de 150 mètres carrés, bon, 150 bidons. Qu'est-ce qu'on fait? On te délivre un bail sur ce terrain-là. Et ce bail est signé par l'autorité des domaines, le receveur, puis le gouverneur. Nga dem ak sa carte d'identité et tu vas payer les redevances. Yo xamné ay timbre ay yoy lay don boko xolé li ci bari du dépasser 150 000. Donc cela veut dire que si on respectait cette procédure là, tous les Sénégalais allaient avoir des terrains sans problème, à peu de frais. Les seuls frais à payer, c'est des frais de bornage, des frais de nangam, etc. Maintenant, il y a des autorités communales qui ont vu que ce foncier là c'était de l'or. Donc, aussi bien au niveau de l'État, on a pris des privilégiés ils ont des accointances politiques avec les autorités étatiques. On leur a donné, comme ce qui s'est passé à Mbourkat, des hectares. On se réveille, on te dit telle autorité à 5 hectares, Abdou Diouf à 6 hectares. Et Abdou va morceler, puisque c'est à son nom qu'on a délivré le bail. Il va faire des cessions de parcelles sous forme de cession de bail. Donc, avec les autorités communales, c'est là où se trouve le véritable problème. Voilà, maintenant, pour expliquer les délibérations, le maire, lui, se réveille un beau jour. La loi lui permet, en tant que maire, de faire des lotissements administratifs. Pour ce faire, le notaire doit identifier un terrain, saisir les services des domaines, leur dire que dans mon périmètre communal, j'ai besoin de ces 10 hectares-là pour faire un lotissement. Parce que les populations, n'est-ce pas, de ma commune, veulent des terrains et je n'ai rien à leur donner. Donc, je fais un lotissement administratif. Le CARAS regarde cette possibilité. Si les terrains-là peuvent être immatriculés au nom de l'État, on va donc introduire la procédure jusqu'à ce que la délivrance est faite du bail au nom de la commune et la commune cède les terrains au truc selon la même méthode. Vous ne payez que les droits de bornage. Mais qu'est-ce que les autorités municipales font? Ils ne font même pas de lotissement administratif. Ils se réveillent, ils appellent leur géomètre. Le géomètre leur fait le bornage. Ils font un plan de masse avec des parcelles et ils font une délibération. Une délibération, cela veut dire que les conseils municipaux se réunissent, dire que nous allons prendre cet espace-là pour faire des terrains et nous avons délibéré pour que ce lotissement-là soit réalisé avec 100 parcelles. Alors, dès que le conseil le décide, ils disent que la délibération là en question a été approuvée par le préfet. Le préfet aurait dû, c'est pourquoi le président de la République, Macky Sall, quand il a constaté cela, il a demandé à ce que désormais ce sont les gouverneurs qui signent et non plus les sous-préfets. Parce que quand le préfet assiste à une délibération, il doit apposer la signature de l'État. Parce que c'est une délibération. La délibération est normale, puisque la commune a des compétences en matière d'urbanisme. Mais le seul problème, c'est que la commune n'est pas propriétaire du terrain. Alors sur cette base-là, rien que sur la base de la délibération des conseils municipaux avec la signature du préfet, pour nous, tout est en règle. Et à partir de ce moment, ils commencent à délivrer des documents portant attribution de parcelles signés par le maire et signés par le préfet. Alors qu'en réalité, la commune n'est pas propriétaire. Donc le représentant de l'État déjà commence à commettre une grosse faute. C'est qu'il appose la signature de l'État sur des attributions qui sont irrégulières. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On demande aux gens, une fois qu'ils ont le terrain, d'aller saisir les domaines pour régulariser. Mais maintenant, si les domaines se rendent compte que la zone en question a été déjà ciblée par l'État, par exemple ce qui s'est passé à Mbour pour faire comment on appelle ça, le port là, minéralier ou bien le truc de conteneur là, qui était au niveau. Donc il y a beaucoup de terrains à l'époque de Karim Wade qui étaient gelés par l'État parce qu'ils envisageaient de faire
de grands aménagements là-bas, dans le cadre du développement de la zone. De la zone, tout à fait. Donc la demande de l'État, malheureusement, tous ces maires qui avaient lotissé et attribué à ces gens-là créent un litige parce qu'ils ont donné un projet, des délibérations sur des zones où l'État avait prévu de faire, par exemple comme ce qu'ils ont fait à Diamniadio ou ailleurs. Vous comprenez? Et c'est comme ça que les litiges vont en grandissant. Donc je dis aux gens, les délibérations que l'on vous délivre, les maires là ne vont certainement pas aimer ce que je dis, mais je dis les délibérations qu'ils ont données à ces gens-là, ce sont des documents qui ne sont pas complètement conformes à la réalité du secteur de l'immobilier. Ces documents ne valent rien. Tant que le maire n'a pas, comment dirais-je encore, régularisé son lotissement en obtenant la cession par les autorités étatiques du terrain à la commune et l'obtention d'une autorisation de lotir en bonne et due forme. Donc demandez toujours l'autorisation de lotir pour les terrains. Si la personne ou l'autorité communale ne les a pas, tout document qu'il vous délivre n'a aucune valeur. Mais est-ce que les maires ne doivent pas avoir un spécialiste comme vous pour leur permettre de ne pas commettre ce genre d'erreurs-là? Parce que les conséquences sont énormes pour les populations. C'est toute la question est là. Parce que quand vous prenez, je vois les salaires des maires là, mais vous pensez que quelqu'un va s'amuser à gérer une commune avec des salaires de 300 000, mais ça, je trouve ça inconcevable. Tout à fait. Pour une mairie qui a des recettes, etc., mais il faut que les maires soient rétribués. Là, ils vont être contents de ce que je dis. Il faut que ces maires-là soient rétribués à hauteur de ce qu'on paye les députés ou autres. Parce que c'est des élus locaux. C'est des élus locaux, tout à fait. Ils ont eu à être élus au suffrage universel, comme les députés, comme le président de la République. Tout à fait. Il faudrait qu'on puisse les rémunérer à hauteur des deniers qu'ils gèrent. Et ça, c'est important. C'est très important. Ouais. Donc, si vous dites au maire, là, vous avez un salaire de 300 000, et ça, ce sont les maires privilégiés qui l'ont. Ouais. Mais, ou bien certaines communautés rurales, mais le gars, comment il va faire? Mais il va se mettre en accointance avec des promoteurs pour leur dire, venez, on va nous récupérer des champs là, on va faire un lotissement, et chaque parcelle est vendue à 2 millions, 3 millions. C'est beaucoup d'argent et après on passe la nuit, on prend sa valise. Tout à fait. Et ça encourage la corruption. Alors moi, la question que tu as posée donc recèle une importance capitale, c'est que je dis qu'on devrait utiliser la décentralisation comme une alternative pour développer le pays. Lors de plusieurs émissions, j'avais dit, je souscris à ce que, partant du raisonnement qu'avait fait l'imam de Thiès, l'imam Tamsoudou, que je salue, mais il avait dit... Pardon, excusez-moi. Il avait dit, il avait fait 4 années de budget du président Macky Sall pour dire ces 4 années-là, il y avait à peu près, si vous prenez ce qui a été voté comme budget, si vous le divisez par le nombre de Sénégalais, chaque Sénégalais va se retrouver avec 1 million 20 000 ou 1 million 40 000. Oui. Alors il dit, si on a à Thiès 400 000 habitants, si vous multipliez, cela veut dire qu'au moins il y a 400 milliards sur les 4 ans. Oui. Mais il dit, est-ce qu'à Thiès, 400 milliards sont rentrés à Thiès sur ces 4 ans, 100 milliards par an. Imagine si Thiès recevait 100 milliards par an. Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils peuvent construire un hôpital à 25 milliards chaque année. Ils peuvent construire un stade. Ils peuvent réaliser des réseaux d'assainissement. Ils peuvent payer les salaires des policiers, des gendarmes. Ça aurait réglé beaucoup de problèmes. Donc, c'est pourquoi les gens ont sauté sur la décentralisation. Tous les grands pays, vous allez aux États-Unis, c'est le fédéralisme. Tu ne peux pas être à Washington et gérer le Texas. Donc, le Texas se gère lui-même par un gouverneur, mais avec les lois fédérales. Ensuite, vous allez en Europe, chez les Allemands, c'est les Länders. Chez les Italiens ou Espagne, c'est les provinces. Par exemple, en Espagne, la Galicie, c'est une province autonome. Comment dirais-je encore, Barcelone, les Catalans, c'est une province autonome. La zone de Valence, tout ça, c'est une province autonome. Cela veut dire que si on parle d'autonomie, cela veut dire qu'on tient compte de les Basques aussi, on tient compte de la spécificité locale. Tout à fait. Non seulement ce sont des peuples qui sont peu différents. En France, avec Monaco. Avec Monaco. Non, Monaco, c'est un statut spécial avec la principauté. Mais la décentralisation en France est beaucoup plus poussée avec les régions. Bon, ils ont fait pour la Corse une assemblée territoriale, des choses comme ça, parce que c'est le statut corse là. Mais tout le reste, c'est des régions. Tout à fait. Mais ces régions-là, ce sont elles qui lèvent les taxes. Ce sont elles qui gèrent leur politique en matière d'éducation, en matière de santé, en matière de tout. Parce que le ministre de la Santé, il harmonise la politique de l'État et les autorités donc décentralisées, des collectivités locales, sont chargées de l'application. Et tout ce qu'on faisait à l'échelle nationale,
Mais imagine toute l'administration des finances, où tu dois mettre des directeurs, des sous-directeurs, des nangam, tu dois leur donner des salaires, leur donner des véhicules, des 4x4, etc. Ce qui fait que, comme disait Claude Allègre, le ministre de l'Éducation français, il dit il faut dégraisser le mammouth. Parce que finalement, ça devient une organisation tellement lourde que pour agir, il faut attendre que le ministre décide. Le ministre après donne au directeur de cabinet, le directeur de cabinet donne au directeur Nangam, le directeur Nangam donne au chef de service. Ça descend jusqu'au gouverneur, le gouverneur donne au... Mais vous voyez tout ce circuit administratif-là. Tu vois l'exemple que je donnais, un entraîneur de football qu'on nomme. Le gars, il dit, je suis là depuis 1 an et demi, mon salaire n'est toujours pas venu, je ne suis pas payé. Oui. On demande aux autorités, non, c'est au budget, c'est au Nangam, c'est au ministère. Cette bureaucratie-là, elle est trop lourde. Donc, il faut que cette bureaucratie s'arrête à l'échelle régionale. Maintenant, la région gère les départements et les autorités communales ont en charge de gérer la santé, l'éducation, la police, etc. Mais c'est que le problème des autorités nationales, qui sont au niveau national, c'est de ne pas avoir des opposants qui ont des moyens financiers. Tout à fait. Si vous regardez à l'époque, les grands maires puissants, c'était les principaux opposants de président Macky Sall au début. C'était qui? Tu as Idrissa Seck à Thiès, tu as Khalifa Sall à Dakar, qui détenait des mairies. Tout à fait. Donc si tu détiens une mairie, Barthélémy Diaz, aujourd'hui qui est à la mairie de Dakar, mais je peux te dire à 100% que Barthélémy, il est déjà candidat pour 2029. Alors c'est pour éviter cela qu'ils ont fait une décentralisation. C'est du joxe bop roti la main. Tout à fait. C'est une décentralisation, ce n'est que de nom, avec les fonds là, de dotation, ils vont leur donner qui font même pas 3% du budget. Mais cela veut dire que les mairies seront toujours sous le joug de l'État. Je donne l'exemple de l'autorisation de construire qu'on a donné au maire, cette prérogative. Mais le maire n'a pas les services techniques outillés pour étudier cela. C'est ça le véritable problème. Donc, ici vous allez à Dakar, le service de l'urbanisme, l'ensemble du personnel, du service régional, je dis, il ne dépasse pas 20 personnes. Et ces 20 personnes doivent se couper de tout l'urbanisme de Dakar. Mais c'est un problème. Tout à fait. Alors que si c'était au niveau local, tu aurais permis au maire de Sicap, au maire de Grayoff, au maire de Nangam, de Yoff, de pouvoir gérer sa commune avec des personnels. Combien de jeunes sont formés à l'UT, au niveau des écoles de formation, à l'ENEA, partout, mais qui peuvent faire des trucs. C'est un secteur d'emploi énorme. Tout à fait. En Europe, en France, il y a la Chambre régionale des comptes. Ce que l'autorité, la Cour nationale, la Cour des comptes, les juges là, dédiés, mais eux, on a les affecte dans les régions. Ils travaillent avec des jeunes qui sont des assistants, qui les aident. Les maires ont des jeunes qui ont des assistants qui vont répertorier tout ce qui est comme maison ou comme parcelle dans leur commune. Et ces gens-là vont contribuer au foncier bâti ou non bâti. C'est une proposition que j'avais faite à l'époque quand les gens nous avaient amené une taxe de plus-value dans nos opérations. Je leur ai dit, mais il faut élargir l'assiette. Donc plus vous connaissez vos contribuables, plus vous accroissez vos recettes. Tout à fait. Donc c'est un problème. Donc la décentralisation devrait être une chance. C'est pourquoi je demande au président, vraiment, Bassirou Diomaye Faye, de profiter de cette opportunité qu'ils ont de remettre le Sénégal sur les rails, de prendre l'option de la décentralisation et surtout que le Premier ministre Ousmane Sonko a été maire de Ziguinchor. Il connaît les difficultés qu'il a eu à rencontrer par rapport à l'administration de sa commune de Ziguinchor. Donc c'est l'occasion de se départir d'une partie de cette gestion, mais en s'entourant des garanties nécessaires. Avec un contrôle assidu d'une chambre régionale des comptes qui regarde tous les marchés que signe le maire, l'AMP ou l'agence de régulation des marchés ou tout ce qu'on voudra, aura aussi une antenne locale, régionale, qui va vérifier les marchés des maires. Contrôle et censure. Et ceux qui se feront preuve d'indélicatesse dans la gestion des deniers de la commune, mais ils le paieront, ils seront en prison. Alors, merci. Vraiment, c'est un bon conseil et les autorités nous entendent. Alors, changeons un peu de sujet parce que entrons un peu dans la politique. Débat sur le port du voile. Le Premier ministre Ousmane Sonko a suscité une polémique en demandant à tous les établissements scolaires de laisser les jeunes filles porter le voile islamique. Certaines choses ne peuvent plus être tolérées dans ce pays. Au Sénégal, nous ne permettrons plus à certaines écoles d'interdire le port du voile. Fallait-il tenir ce discours? Non, mais moi je pense que les gens ont créé un tollé là où il ne devrait pas l'être. Puisque ce qu'a dit le Premier ministre Ousmane Sonko, mais c'est exactement ce qui est dans la circulaire
qu'avait signé à l'époque M. Tala, le ministre de l'Éducation nationale. L'éducation nationale. Pourquoi, quand cette circulaire était sortie, l'abbé Latine Ndiaye n'a pas fait sortir ce truc-là pour parler de... Certainement, il ne dira pas jeune politicien promu, mais il va dire peut-être vieux politicien promu, je ne sais pas. Pourquoi il ne l'a pas fait à l'époque? C'est-à-dire que moi, c'est là où je me dis, mais pourquoi diable il y a cette réaction violente et vraiment irréfléchie et puis bon, vraiment... automatique. Voilà, donc par rapport à cette décision d'Ousmane Sonko, je dis donc c'est une rancœur qui était tenue quelque part vis-à-vis de premier Ousmane Sonko. Okay. Et moi, je sais que la rancœur, d'où elle provient, d'où elle vient, c'est tout simplement quand Ousmane Sonko est allé lors de la rencontre avec les jeunes au Grand Théâtre pour dire que moi, le prophète Mohammed, c'est mon guide. Tout à fait. Donc cela veut dire que le problème des autorités étatiques, c'est là où on se dit, est-ce que ce discours-là, quand tu gères un État, l'Irlandais du Sire, il faut éviter les questions qui fâchent. Il ne faut pas se montrer. Voilà, c'est-à-dire que quand tu arrives à Touba ou ailleurs, tu peux dire, voilà, tu es dans un contexte religieux où tu peux affirmer tes croyances, etc. Bon, maintenant, là, il le disait en tant que parti politique, ils peuvent dire que notre ligne de directrice de politique, mais en Europe, il y a des partis de démocratie chrétienne. Est-ce que les gens ont crié au scandale? Non. Qui est leur guide quand tu es comment dirais-je, démocratie chrétienne? C'est de faire une politique qui est conforme aux enseignements du Christ. Tout à fait. Mais on ne crie pas au scandale. Donc le premier Ousmane Sonko a bien le droit de dire que nous, notre parti, ou en tout cas moi en ce qui me concerne comme président de parti, mon guide spirituel, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Où est le problème? Si on dit démocratie musulmane, si le pasteur s'appelait parti de démocratie musulmane, est-ce qu'on va dire que c'est un problème de laïcité? C'est-à-dire que ce problème-là, je l'ai expliqué à maintes reprises. Tout le problème vient de la Révolution française. Et je l'ai expliqué, ça va fâcher certains, mais c'est une révolution purement maçonnique. Ça, ce sont des enseignements de mes professeurs, éminents professeurs de droit en France, pour me dire l'égalité, on sait ce que c'est. Liberté, on sait ce que c'est. Mais c'est quoi la fraternité entre Français? Il n'y a pas de fraternité. Je ne suis pas frère de tel ou de tel, d'Abel Ndiaye, je ne suis pas son frère. Mais si la notion de frère est venue ici, il faut aller chercher l'origine, même jusqu'au debout frère. Ça, on connaît l'origine. Mais pourquoi ces gens-là qui ont fait voter une loi pour dissocier l'Église de l'État, parce que l'Église à l'époque avait l'État civil, l'Église avait l'éducation, avait tout. Donc, ils ont séparé l'Église de l'État. Parce que c'était des réformes que les révolutionnaires n'avaient pas pu terminer. Et ces révolutionnaires-là, tout le monde les connaît. De Robespierre à Danton, tout ça, c'était une révolution bourgeoise franc-maçonnique. Tout à fait. C'est pourquoi la notion de fraternité est rentrée. Mais si vous allez aux États-Unis, le président de la République, le président des États-Unis, il prête serment sur la Bible. Si le président est musulman, si tu es juge à la Cour suprême et que tu es musulman, j'ai vu une juge noire, musulmane, qui a prêté serment sur le Coran. Donc on te demande au livre de Coran, cela veut dire que demain, s'il y a quelqu'un d'athée qui dit que je veux être juge à la Cour suprême, cela veut dire que les gens ne vont même pas voter pour lui. Parce qu'il y a une procédure d'agrément du Congrès par rapport aux nominations du président. Si tu dis que moi je suis une personne athée, les Américains, ils ont mis dans leur devise, même dans le billet du dollar, in God we trust. Nous croyons en Dieu. Donc il est hors de question que dans ce pays, qu'on dise qu'on ne croit pas en Dieu. Ce qui est le contraire de la France. Dès que tu fais preuve vraiment d'appartenance religieuse en portant un signe qui te distingue ou qui pourrait faire penser que ce que tu fais là c'est de la religion, les gens te disent que tu fais du prosélytisme religieux. Tout à fait. Et c'est comme ça que le voile, ce petit bout de... Regarde les Anglais, comment ils ont réglé le problème. Tu vois là-bas les Sikhs, les Indiens, la barbus Sikhs là, les provinces des Sikhs, c'est les populations qui sont au nord de l'Inde, mais ils portent des sortes de turbans en safran, couleur safran là, avec une barbe énorme. Vous voyez les Israéliens, les prêtres ou des personnes qui sont des juifs traditionnalistes, ils portent la kippa avec une longue barbe comme ça. Dès qu'on les voit, on sait que ça c'est un juif. Mais est-ce que c'est du prosélytisme? Mais dans ces pays-là, aux États-Unis, New York, Angleterre, partout, tu vois les gens se promener, personne ne se soucie, c'est la liberté. Mais c'est en France où les gens te disent, ce que tu portes sur la tête, c'est un signe religieux. Donc, un morceau d'étoffe que les bonnes femmes, si tu regardes les produits qu'on vend en France, la crémière là, la fermière, qui vend des trucs de fromage et du lait, elle est couverte. L'Alsacienne, Bidjaï et bonbons, elle est couverte. Parce que dans la tradition française,
ne serait-ce que le voile là, c'est pour se protéger d'abord du soleil, mais c'était une tradition. C'est après maintenant qu'ils ont créé cette idée de femme moderne qui doit montrer tout son corps et ses cheveux. Et ça, c'est une évolution jusqu'à demander l'avortement, jusqu'à même 8 mois, 7 mois. Mais attends, cela veut dire que là, au bout de 3 mais un enfant est constitué. Mais on dit que non, on peut permettre à la personne. C'est des sujets qui interpellent la religion. Même sans parler de religion, nous, notre culture, notre tradition, les femmes avaient l'habitude de porter un voile. Mais tout à fait. Maintenant, et même dans l'église, les bonnes sœurs portent des voiles. Mais je vais te dire une chose. Donc, c'est un problème, qui peut se régler facilement, normalement. Les Wolofs disent qu'il y a une histoire, même si tu danses dans la boue, il dira toujours que tu es en train de lui jeter de la poussière. Okay. Mais c'est ce que l'abbé fait. Parce qu'aucun établissement chrétien n'a eu à mettre un enfant d'or pour des histoires de voile. Aucun. Tout à fait. Les seuls établissements qui l'ont fait, c'est des établissements où il y a le programme français. C'est Jeanne d'Arc et le lycée français Jean Mermoz. Et eux, ils font l'enseignement français avec des directives, des contrats d'association avec l'État français. Donc le Premier ministre s'adressait aux Français. Mais c'est ça. Et non pas à l'Église. Et il a dit que donc chez vous, vous pouvez le faire. Mais ici, vous ne le faites pas. Il n'a pas parlé de religion ni de chrétienté. Mais c'est que maintenant, l'occasion faisant le larron, le gars certainement a mené Ousmane Sonko, parce que quand tu traites notre Premier ministre de jeune homme nouvellement promu, mais parce que peut-être il sait qu'en mettant nommément Ousmane Sonko, il s'expose. Parce qu'on a pris des gens qui se disaient imams, qu'on a mis en prison. Parce qu'ils ont tenu des propos déplacés. Mais lui, ces propos-là, il aurait mis Ousmane Sonko à la place de jeune homme nouvellement promis. Moi, je sais que le procureur doit les interpeller. Il a nuancé et les gens ont compris. Non, les nuances là, c'est venu trop tard. Moi, ce que j'ai déploré dans le texte, c'est surtout moi en tant que musulman, le fameux passage où il parlait il croit en ce Jésus qui n'est pas mort sur la croix. Nous, on croit à ce Jésus-là qui n'est pas mort sur la croix. Il y a même des chrétiens qui ne croient pas à cette histoire-là. Moi, la chrétienté, depuis qu'on connaît l'histoire, comment ça s'est passé, il y a des gens qui sont de l'église baptiste ou des choses comme ça, qui ne croient pas à la Trinité, qui ne croient pas à la croix. Ils disent que Jésus n'est même pas mort sur la croix. Donc, ils n'ont pas de croix. L'église, il n'y a pas de croix. Et pourtant, ils se réclament de l'église. De l'église, tout à fait. N'est-ce pas? Donc, tous ces courants-là, quand la Pâque juive, la Pâque qui est fêtée par les chrétiens de Rome est différente de la Pâque des orthodoxes de l'Est. Parce que quand Jésus a envoyé ses disciples, il y a Pierre qui est parti à l'ouest, en Europe, et l'autre est parti à l'est, etc. Mais ce qu'ils ont amené comme dogme diffère. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament, on sait, c'est avec Pierre qu'il y a eu le Nouveau Testament. Mais l'Ancien Testament ne nous pose pas de problème. Nous, on est des musulmans. Nous gum Injil, livre qui, Pentateuque, les feuilles d'Abraham. Tout à fait. Donc, on n'a pas ce problème-là. Et on est dans un pays où, moi qui te parle, mon père pousse le luxe jusqu'à même tuer un mouton pour les chrétiens du quartier. Tout à fait. Et les bonnes sœurs. Donc moi, je suis issu d'une famille, le Sénégalais tolère. Le Sénégalais tak diaboru chrétien. On tolère les familles, les filles béninois, les portugais, comment on appelle, les capverdiens. Si tu es capverdien, si tu es nangam, le Sénégalais n'a pas de problème vis-à-vis de ces trucs. Regarde les Guinéens. Comment ils sont nombreux ici. Donc il ne faut pas créer le mal là où il est. S'il a des problèmes personnels. Et le premier président sénégalais était chrétien. Mais c'est alors il dirigeait plus de 80... Mais quand il dit à la rentrée, ce sont les prémices d'une tornade, d'un ouragan qui va se passer à la rentrée et ils feront face. Mais comment 5% de chrétiens peuvent dire que l'État tout puissant, tu vas faire face? Bon, peut-être qu'il va se... Parce que les gens savent que, tu sais, c'est les réalités. Moi, je ne critique pas l'Église, mais le Vatican possèdent des richesses, c'est eux qui financent même le Fonds monétaire international. Peut-être qu'ils peuvent agir là-bas, donner des instructions pour dire coincez-nous ce pays-là, qui crée des problèmes, mais personne n'a créé des problèmes. Moi, je trouve que même les autorités cléricales de ce pays devaient même faire un communiqué pour se démarquer vraiment de ce que cet abbé a écrit. Parce que ce qu'il a écrit sur le prophète, quand il dit qu'il ne croit pas à un fuyard qui a fui la mort et mais on sait que cette critique-là, elle s'adresse au prophète Mohamed. Parce que avec les îles Gaddaï, tout à fait. Tu comprends les mots? Tout à fait, je comprends. Mais et puis il y a eu des choses qui ne sont même pas conformes à l'histoire. Parce que quand ils pensent que les gens ne connaissent pas l'histoire, quand ils parlent de l'histoire de Balsassar, Nabucodonosor, mais Nabucodonosor, c'est pas lui. Cette histoire de Ménéteke ou Fatih, ça, c'est pas Nabucodonosor. C'était Balsassar, son fils. Mais Nabucodonosor, c'est pour dire que, moi, ce que Nabucodonosor avait fait
en détruisant Jérusalem et en volant les coupes là qu'il y avait dans les églises du Christ et tout. Quand il est rentré, il est mort de façon violente. Moi, comme ce qu'on dit en Wolof, tout à fait. Et son fils a commis l'imprudence de prendre ces mêmes objets dorés de culte chrétien qu'ils avaient volés, comme butin de guerre, pour organiser un dîner avec des convives chez lui. Et à un moment donné, quand ils ont voulu boire du vin ou tout ça dans ces coupes dorées là, il y a eu une main qui a écrit dans le mur là, donc, gars, les gens ont dit, mais c'est quoi? Pour déchiffrer comme ça, c'est un problème. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin de la soirée? Le Balsassar là a été tué, sauvagement tué, lors de ce même dîner. Bon, donc nous, l'abbé, ce qui s'est passé au JO, où on a pris la table servie là, le Coran, la sourate Al-Mahida parle de la table servie. Nous sommes daf ci bokk. Ñu dem jël ko def ay góor jigéen yu def signe franc-maçon ni ñi nuyo tok ci table bi ay drag queen mom ça ne l'offusque pas. Mais le chevalier de l'apocalypse bobu doon daw nonu ci ndox mi. Bo déggee le président Macron doon wax la veille des JO, la bête sera comme fantastique ou extraordinaire, sera belle ou des choses comme ça. Mais la bête bi mu utiliser waxu la fête. Mais la bête bobu mo nek ci texte ñom bo xolé livre Apocalypse. Tout à fait. Cette histoire de chevalier là bobu ñi wone ak la bête qui sera tuée à la fin du monde. ñun yonent yalla Insa lañuy yaakar fin bu adna bi avant adna bi tukki. C'est lui qui va redescendre sur terre. Faire régner la justice avant que adna bi tukki. Mais ñi fi tek Insa ñu mom dafa et le Coran l'a bien. Mais le Coran l'a dit, jël sourate Mariam tek ko. Li bob def ci Al Imran mu bokk ak ñom Moussa famille. Tout ça, c'est des choses, nous, c'est pas à nous qui va l'apprendre. Mais s'il devait rentrer dans les détails, nous ne croyons pas, nous, à un Jésus qui a autorisé l'esclavage. C'est le pape Nicolas V, au XVe siècle, qui avait fait la fameuse, le texte là, la bulle pontifex là, qui a décidé que si les chrétiens, nous devons asservir d'être esclaves. Parce que ce sont des gens qui doivent expier leurs péchés, surtout l'homme noir. Ils ont péché. C'est pourquoi ils sont noirs. Il faut leur faire expier les péchés. Mais moi, je ne crois pas en ce Jésus-là. Ce Jésus n'a jamais dit que ton prochain, tu dois l'anéantir et le faire réduire en esclavage. En esclavage. N'est-ce pas? Ça, c'est vrai. Donc, c'est vrai. Alors, nous sommes toujours sur le chapitre du Premier ministre Ousmane Sonko. Alors, je rappelle à nos chers auditeurs que nous recevons sur cette antenne M. Maïsegnan, qui est juriste consultant. Voilà. Il fait une déclaration, une autre déclaration pour répondre à ses détracteurs. Nous avons trouvé un Sénégal en ruine et les Sénégalais en savent quelque chose dans les jours, en sauront, quelque chose dans les jours à venir. Nous dirons aux Sénégalais ce qui se passe. En écoutant ce discours, peut-on dire que le legs laissé par le président Macky Sall est catastrophique? Bon, on peut dire que moi, pendant longtemps, vous avez dû me suivre dans les interventions que je faisais au niveau de votre radio. Je prévenais. Et l'expression que j'avais utilisée, je disais que nous sommes dans la pirogue. Le président Macky Sall tient la barre. C'est lui qui guide le bateau. Mais si je le vois se diriger vers des écueils, je lui dis attention, le timonier là, il y a un problème. Il faut dévier parce qu'il y a des écueils devant. Des écueils devant. À l'époque, j'étais le premier, et d'ailleurs beaucoup de gens m'ont rendu honneur à ce niveau. C'est quand je prévenais de la crise alimentaire. Tout à fait. Je me suis basé sur des observations. C'est pourquoi je disais qu'il fallait qu'il y ait, d'ailleurs même le président Bassirou Diomaye Faye l'a fait en créant un service prospectif au niveau de la présidence. Je disais qu'il y avait des incendies au Canada à cause d'une sécheresse. Alors que c'est le deuxième ou troisième exportateur, pas producteur, exportateur de blé. Et on a, parce que si on regarde les exportateurs, vous allez voir la Russie, l'Ukraine, l'Argentine, mais eux, il y en a beaucoup qui consomment. Maintenant, au niveau des exportateurs, le Canada occupe un rang très important. Tout à fait. Après, il y a eu l'épisode de l'Indonésie, où il y a des cyclones qui ont fait qu'il y a eu des inondations dans les champs d'huile de palme. Tout à fait. Mais ça, qu'est-ce qu'il faut en retenir? Que le blé va subir des perturbations. Et quand ces phénomènes-là se sont produits, dès le début de l'année, le prix même du blé avait augmenté de presque 200 ou 300 euros la tonne. Donc, il fallait s'attendre
en conséquence que les prix augmentent au Sénégal. Et c'est ce que j'avais dit. Et j'avais même proposé, d'ailleurs, que le ministre des Finances sorte et que le ministre du Commerce, ensemble, prennent des mesures et fassent une conférence de presse. Et d'ailleurs, ils ont tellement suivi mon conseil qu'ils ont envoyé même une convocation ici, à Océan FM, pensant que c'était Océan FM qui faisait la proposition. Okay. Alors qu'ils n'avaient pas envoyé la même convocation à 24 heures ou Touba TV. Donc c'est pour dire qu'ils étaient tombés sur la bonne information. Oui, tout à fait. Donc il faut de la prospective dans cette gestion-là. Maintenant, ce qui se passe, on connaît l'endettement. On a attiré l'attention, on dit c'est bien beau. Je disais même l'exemple que j'avais donné à la radio, je disais mais Abdou, tu peux venir, tes enfants te disent mais papa, tu as acheté une nouvelle voiture. Je dis oui, j'ai une Mercedes, vraiment, ou une Land Cruiser, je l'ai acheté à 120 millions. Mais est-ce que c'est une belle voiture? Ça te permet de circuler partout. Oui. Mais est-ce que c'était nécessaire d'acheter un véhicule de 120 millions? Un véhicule de 10 millions aurait suivi. Et tu pourrais régler l'éducation des enfants, envoyer aux États-Unis, etc. Régler d'autres problèmes. Ce n'était pas prioritaire. Oui. Mais on a pris des investissements non prioritaires et on a emprunté de l'argent pour ça, pour construire des stades à des prix, faire des terres, etc., etc. Et les surfacturations là ont bel et bien eu lieu parce que moi, je suis dans le secteur du bâtiment. Oui. La première alerte que j'avais donnée, c'était à l'époque du building. J'ai dit, si vous allez à la place Soweto, le building administratif, il y a une tour qui abrite les locaux de la fameuse BNDE, oui. Rond-point Assemblée. Cet immeuble-là, je l'avais lancé les travaux et tout avec la société de M. Yerimso, avec la CSO dans les travaux. Mais cet immeuble-là, si je vous donne le prix, à l'époque, ça ne nous a pas coûté 3,5 milliards. Alors, comment se fait-il qu'on vient tout simplement réaménager le building et sortir un budget de 10 ans qui va aller monter jusqu'à presque 40 milliards? Donc, parce que nous, on connaît les prix. Dans les sociétés d'assurance, les gens qui sont les directeurs techniques, c'est souvent des polytechniciens, génie civil, pour évaluer les risques et connaître les prix des matériaux, en cas de remboursement. Donc, si on vient te dire un stade coûte 150 milliards, alors que tu as vu la Juventus de Turin, Allianz Arena de Turin, construit avec 80 milliards CFA. Où est-ce qu'on est allé chercher 150 milliards? Alors, il y a quelqu'un qui m'a raconté une anecdote, bon, c'est vrai ou pas, il me dit qu'il a raconté quelqu'un à Sali, avec un château, il lui dit, mais ça, il faut dire les khalis, ah, man, c'est stade de la Dora, tu te rends compte? C'est extraordinaire. Alors, donc, maintenant, ce que je conseille par contre à nos nouvelles autorités, c'est la communication. Xam nga dire de façon civiline, sortir, dire oui, bientôt vous allez savoir, il y a des... Mais les gens vont se dire, mais c'est des menaces. D'ailleurs, c'est pour réagir contre ces menaces-là que ça commence à râler. À râler, tout à fait. Donc, les gens sénégalais, dafa nek ko xamni boko heurtelé rek mo dañ koy menacer. Tu comprends? Et Ousmane Sonko a un discours véridique quand il était opposant, qu'il était au Parlement. Mais le gouvernement, mais il traitait les gens là de nullards ou de nangam. Tout à fait. Mais donc s'il vient et constate, ce conseil, c'est que le verbe qu'il avait en tant qu'opposant à aller à l'Assemblée, à parler sénégalais du côté, alors qu'il était venu avec plus fort reste, ce sont ces fameux discours-là. Donc la même méthode, la même démarche pédagogique. C'est celle-là qu'il doit utiliser. Je l'aurais invité, monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, émission 20h, primature, président Diomaye Defone, nous dans les détails par rapport à la question de deux seules questions, moi l'impunité, question amnistie, les morts là, la situation financière du pays, des détournements. Donner des indications précises en attendant maintenant que les enquêtes et les audits se terminent. Parce qu'ils sont en train de travailler. Parce qu'il dit, monsieur le Premier ministre, au même moment, nous avons travaillé sur les fondements qui nous permettent, sur le plan de la bonne gouvernance, sur le plan de la réduction du train de vie de l'État, sur le plan des mesures à prendre pour commencer à soulager les Sénégalais par rapport au coût de la vie. Alors ça veut dire que d'un côté, ils sont en train de travailler au moment où les opposants sont en train de les attaquer directement. Oui, c'est-à-dire que quand tu travailles, si on dit chargé de communication du gouvernement, c'est pas communication de dire oui, le Conseil des ministres a décidé. Ça, c'est rébarbatif.
moi-même qui te parle, pour que je lise le Conseil des ministres, c'est un problème. Ok. Donc, il y a une dimension communicationnelle au niveau des activités de l'État. Il faut que, soit, qui a vu le ministre des Finances parler dans ce pays, invité d'une télé ou quoi, qui a vu c'est-à-dire que nous faut le problème. Okay. En Europe, même si on regarde le taux d'inflation a augmenté d'un demi-point, tu vas voir à 20h le ministre des Finances au journal télévisé. De la chaîne la plus regardée. Okay. Pour expliquer. Parce qu'il y a une très bonne nuée. Bon, même dans un restaurant, l'image qui m'est venue à l'esprit comme ça. Mais si tu es au restaurant en tant que client, tu vas faire sa commande. Mais tu gis gars yi ñëw indil la un verre d'eau, indil la ay amuse-gueule wala ñu indil la ay cacahuètes. Tout à fait. Pour te dire que yow nga xam ne affaire baa ngi ñëw. Tout à fait. Mais si tu dis que votre commande, ok, merci, vous patientez, daal di dem dugg ci waañ bi mais yow fa ngay nekk naan mais ñii seen affaire bi nu mu demee nii. Tout à fait. Tu t'inquiètes. Oui. Alors que quand on te rassure en te disant voilà lii la ñuy def, il y a une dimension pédagogique à expliquer ce que le gouvernement est en train de faire. J'ai aimé la dernière fois l'intervention, la dernière sortie du DG de la SOMISEN, le jeune Touré là, comment il s'appelle, Ngagne Touré. Mais okay. Il a donné une information de taille sur une programmation législative et réglementaire. Cela veut dire que nous avons préparé plus de 100 et quelques lois dans le magistère de Bassirou Diomaye. Nous avons des décrets, des règlements, plus de 200. Ouais. Mais mais il faut l'expliquer. Tout à fait. Comme ça c'est rassurant. Ouais. Mais tu dis que je travaille, mais tu ne donnes pas une indication claire sur ce que tu es en train de faire. Sinon, de façon sibylle, tu dis, dans bientôt, vous allez voir. Mais ça, ce n'est pas une bonne communication. La communication est importante. Alors, abordons le dernier point. Parce que le temps qui nous est imparti est terminé. Alors, la déclaration de politique générale. Un accord a été trouvé entre les présidents des 3 groupes parlementaires de l'Assemblée nationale. Abdou Mbow de Benno Bokk Yakaar, Ayib Daffé de Yewwi Askan Wi et Lamine Thiam de Wallu, en vue de lever le point d'échappement concernant le règlement intérieur pour la déclaration de politique générale du Premier ministre. Alors, pourquoi en est-on arrivé là? Non, mais c'est le régime Macky Sall. C'est-à-dire que comment peut-on, dans une assemblée, fonctionner avec un règlement, avec un Premier ministre nommé? Déjà, pour nommer le Premier ministre, vous avez vu combien de temps ça a pris? Alors que si la Constitution dit qu'il y a le Premier ministre, qui est donc un organe prévu textuellement dans la Constitution, mais si tu es un président, comme disait le président François Mitterrand, quand il y a eu la cohabitation, il a dit la Constitution, rien que la Constitution, toute la Constitution. Oui. Cela veut dire que la Constitution va automatiquement dans le Tout à fait. Il devrait nommer un Premier ministre dès qu'il avait réintroduit. Ensuite, il devait préparer cette mesure-là. En attendant que le Premier ministre fasse sa déclaration, il devait rectifier cette histoire de règlement intérieur. Ouais. C'est comme ça que sur cet entrefait que Lamine Diallo a parlé de faux règlement intérieur. Ouais. Mais maintenant, comment voulez-vous qu'un Premier ministre qui a été, dont son président de la République qu'il a nommé, a axé sa politique sur le djubal nga dem ci assemblée boo xam ne faux lu jub. Donc cela va de soi que Ousmane Sonko nee na man du ma dugg ci lu dëng du ma dugg ci loo xam ne c'est du faux. waaw donc dem leen régler seen problème ñu naan ko non dafa ragal. Mais quelqu'un qui a écrit un livre, Ousmane Sonko, la première déclaration qu'il avait à faire politique, c'est un livre qu'il avait écrit. ñëpp waaw léegi ku bind ay solution ay nangam, tu penses que même en lisant son livre solution rek mën na def déclaration de politique générale? Mais le ministre de l'enseignement supérieur Abdourahmane Diouf l'a très bien expliqué. Maintenant, donc, il s'agit maintenant d'un programme. Maintenant, jóge nañu stade de programme boobu, maintenant on vient pour décliner une politique. Mais loolu nga yaakaar ni ñëw lire assemblée une politique mais des vœux pieux. ñaata premier ministre ñoo fi jaar ba boo leen dégloo ñu wax da nga yaakaar ni le Sénégal xoolal bi fii Idrissa Seck je me parle à l'époque bi nekk premier ministre naan nous allons gérer le Sénégal comme une société anonyme. ci la daw. Donc yooyu yëpp c'est des choses yoo xam ni c'est truc. Maintenant ils ont régularisé, ils ont fait une proposition de loi qu'ils ont déposée sur la table du président. Le président, donc, après, il va promulguer. Mais maintenant, il faut voir dans le calendrier présidentiel, entre promulguer ces lois d'une assemblée qui va disparaître bientôt, est-ce que ça en vaut la peine? Mais en tout cas, le règlement intérieur, ça rentre, c'est un élément, la future assemblée nommée
day travailler avec ce même règlement intérieur. Donc, pour moi, je lui conseille de faire signer donc, ce projet de loi, cette proposition de loi, vous promulguez quoi, l'on fait tes bords. Comme ça, le Premier ministre. Mais maintenant, ce qu'on gagne, le Premier ministre sera maintenant tenu de venir faire sa déclaration. Okay. Mais est-ce que c'est logique et normal de faire une déclaration devant des députés qui vont disparaître, dans 2 mois ou 3 mois? Donc vous croyez à la dissolution de l'Assemblée nationale? Non, mais c'est évident. C'est imminent. Pour gouverner, il faut avoir quand même les moyens de sa politique. Tout à fait. Alors, Monseigneur, on vous remercie. Votre dernier mot? Bon, moi, je suis pour la patience. Et le bon sens commande vraiment. Quand quelqu'un vous dit, je veux faire du bon thieboudienne, il va au marché ou une dame qui achète son poisson, son truc. Mais ça, il faut être très fort. Tout à fait. Il faut attendre que la personne cuisine, se donne le temps d'aller au marché, d'amener les ingrédients, donc de cuisiner. Après, tu dis, mais ça c'est très bon, non, mais c'est mauvais. Et tu sanctionnes. Mais 3 mois, quel est le gouvernement dans ce pays? Mon fidèle 3 mois, les gens, les gens qui parlent, c'est des caisses de résonance. Ils n'ont rien du point de vue politique. Mais ceux qui ont au moins un temps soit peu de légitimité politique avec des gens qui ont eu à voter pour eux lors des dernières consultations électorales. Ils sont en train d'observer. Ils sont en train d'observer. Parce que c'est la sagesse qui commande cela. Oui, tout à fait. Donc, si tu veux être un homme politique, il faut être sage. Oui. Parce que d'où nous tay nit ki ñoo wax ngay nek tuddu ay sagu première dame tout ça, ça c'est vrai barbatif quoi. Ça dit que day tout nit ki. Tu comprends? Alors donc tirer sur Ousmane Sonko parce que le premier ministre Ousmane Sonko c'est un phénomène politique, je ne cesse de le dire. Aucun Sénégalais n'a eu la popularité qu'il a eu acquise lui-même, n'est-ce pas, à la sueur de son front. Il s'est battu contre tout un système. Tout à fait. Donc si tu te réveilles un beau jour, tu sors de ta coquille, tu prends ton téléphone, tu fais une publication. Bon, c'est membres du parti, cabine téléphonique, et tu veux te donner donc le monopole de la parole pour critiquer cette personne. Je trouve qu'on ne doit même pas donner du crédit à ces arguments. Parce que ce n'est pas comparable. Il faut prendre quelqu'un comme Amadouba, qui a été son suivant dans les élections de Bassirou Diomaye Faye. Qu'est-ce qu'il pense du gouvernement? Ce qu'il dit en tant que technicien, en tant qu'ancien Premier ministre, en tant qu'ancien candidat, va avoir de la valeur. Merci. Du point de vue politique. Nous remercions le directeur de la radio, M. Abdoulaye Diop. Nous remercions également M. Massaer Gaye qui a assuré la partie technique, également tous les auditeurs de l'Océan FM 98.7, sans oublier le rédacteur en chef Moussa Niang. À dimanche prochain pour un autre invité.